BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21 sur BFM Business, donc marathon diplomatique, on le disait à Bruxelles, qui a débuté ce matin, sommet de l'OTAN, puis sommet du G7, puis sommet de l'Union Européenne pour se parler entre Américains et Européens, notamment au sujet de ce dossier bien sûr russo-ukrainien. On va en parler avec Patrick Martin-Genier qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Merci de passer nous voir, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. On va faire monter la pression sur la Russie, là tout le monde ne semble pas sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça l'histoire, Patrick. Alors, tout dépend de quoi on parle. Si on parle de la sécurité stratégique, si on parle de l'aide à l'Ukraine, vous savez que l'Union européenne a porté à plus de, augmenté considérablement à 1 milliard l'aide militaire à l'Ukraine. L'OTAN va également apporter un soutien supplémentaire sur l'est de l'Europe. Donc sur ce plan, je crois qu'il y a véritablement unité, mais il y a une ligne rouge au-delà de laquelle, de toute façon, on n'ira pas. C'est une intervention militaire en Ukraine. Très clairement, Joe Biden et la Maison-Blanche ont fait savoir avant qu'il arrive à Bruxelles hier soir qu'il était hors de question de proposer une intervention militaire de l'OTAN en Ukraine, car ce serait considéré par Vladimir Poutine comme un casus belli. Dans cette configuration, est-ce que vous dites que les sanctions économiques peuvent être plus efficace, voilà. Oui, je crois qu'il y a un consensus sur parce que ça va être ça le sujet aujourd'hui aussi. De sanctions économiques, sur notamment un 4e ou un 5e degré de sanctions. La Pologne d'ailleurs est très demanderesse de cela, parce qu'il s'agit d'étouffer encore plus l'économie russe. Et ce matin, vous pouvez voir que certains officiers, selon la presse internationale du service de renseignement russe, commencent à être très très critiques vis-à-vis de Vladimir Poutine, parce qu'il n'y a pas eu que les oligarques qui sont concernés, c'est toute la classe dominante de la Russie, qui ont des villas en Italie, qui amènent leurs enfants à Disneyland Paris. C'est ça aussi, qui ne peuvent plus bénéficier de leurs biens ou de leurs avoirs financiers, et qui commencent à être assez critiques, semble-t-il, vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est un premier point. Pardon, avant, c'est ce que c'est, notamment, on accroissant encore la pression sur les oligarques. Vous voyez, les Britanniques ont annoncé de nouvelles sanctions sur une soixantaine de personnes d'oligarques. Les Américains viennent avec l'envie, apparemment, d'accroître encore la pression sur les oligarques. Ça va être déterminant, ça peut être déterminant. Je pense que peut-être pas à court terme, là, dans les semaines qui viennent, mais bien sûr, à moyen terme, ça peut être déterminant. Car rappelez-vous, tous ces oligarques qui sont, par exemple, en France, à Londres, sur la Côte d'Azur, qui possèdent des yachts et des villas luxueuses, ce sont des gens qui avaient passé un pacte tacite avec Vladimir Poutine. En d'autres termes, je ne m'occupe pas de votre politique, mais vous me laissez m'enrichir, et notamment grâce à la corruption. Donc c'est un argent qui, effectivement, vient depuis 30 ans de la corruption, certains diraient du vol des Russes, en fin de compte. Ils ont accumulé les richesses au détriment de leur peuple, et donc ils voulaient parfaitement en profiter. Le fait qu'on vise tous les oligarques, tous les dirigeants du régime, y compris la famille proche de Vladimir Poutine, et enfin tous les parlementaires de la Douma, c'est quelque chose quand même qui peut déstabiliser le régime de Vladimir Poutine, même si a priori ça ne l'empêchera pas de continuer son offensive en Ukraine. On ferme la parenthèse sur les oligarques. Vous avez un deuxième point dans la foulée. Oui, le deuxième point, c'était jusqu'à quel point doit-on se couper des sources énergétiques russes. Et ça, c'est un second point qui suscite pas mal de divergences. On n'est pas prêt en Europe, ça se voit bien. Oui. On ne franchira pas cette ligne rouge non plus aujourd'hui. Voilà. En tout cas. Oui, parce que il y a autant on est d'accord pour un certain nombre de sanctions, autant il n'y a pas d'accord sur le fait de se priver du gaz et du pétrole russe, notamment des pays qui en dépendent énormément. La France, 17-20% de dépendance vis-à-vis du gaz, mais l'Allemagne, ça peut monter à plus de 60% selon les périodes, 100% pour les États baltes. Bien sûr. Et sachez que par exemple en Hongrie, M. Orban, dont on ne parle plus, est en campagne pour l'élection législative qui se tient au mois d'avril. Il faut savoir que si on se coupait du gaz naturel dont dépend 90% des foyers hongrois, ce serait un triplement des factures de gaz. Donc vous pensez bien qu'il est hors de question, et que sur ce point, il n'y a pas de consensus au niveau du Conseil européen. Donc on a des Européens un peu frileux, des Américains un peu plus va-t-en-guerre. Ça va être le tableau cet après-midi à Bruxelles. Oui, un peu plus va-t-en-guerre, mais en même temps, on demande toujours le parapluie américain. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est normal. On veut plus de défense européenne. D'ailleurs, il y a quelques jours, et aujourd'hui, au Conseil européen, va être adoptée ce qu'on appelle la boussole stratégique. Dans les 10 ans qui viennent, plus de stratégie en matière de défense pour l'Union européenne. Mais on voit bien aujourd'hui que le parapluie militaire, c'est l'OTAN, donc les États-Unis. Par ailleurs, il est évident qu'on dépend encore des États-Unis pour des sources énergétiques, et qu'on n'arrivera
pourra pas à combler cette dépendance énergétique avant une dizaine d'années. Et que les États-Unis devront venir à la rescousse. D'ailleurs, c'est eux qui en appellent au Qatar, c'est eux qui en appellent à d'autres pays. J'ai même vu qu'on avait appelé le Japon pour faire venir du gaz, vous savez, par bateau, ce qui coûtait extrêmement cher. Et l'Allemagne a d'ailleurs passé un accord avec le Qatar. C'est un peu chacun pour soi. Et les Américains et les Européens vont demander des engagements fermes à Joe Biden aussi sur la livraison de GNL dans les prochaines années. Voilà. Oui, tout à fait. Il va faire un peu de business aussi, Joe Biden, dans cette histoire finalement. Il fait beaucoup de business et aux États-Unis, on n'est jamais très loin du business. On n'est jamais très loin du business. Voilà. Mais ceci dit, j'ai des doutes sur la capacité des États-Unis à fournir toutes les sources d'énergie possibles, parce que certains pays tels que le Qatar ont d'ores et déjà dit que ce ne serait pas suffisant. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'entre les États-Unis et le Venezuela, par exemple, on a rétabli les liens économiques parce que le Venezuela est un des premiers producteurs mondiaux de pétrole. Quelle ironie de l'histoire. Et donc, une grande ironie de l'histoire, ce qui fait que le Venezuela, qui est une terrible dictature, bien, pourrait également tirer son épingle du jeu. Même l'Iran pourrait revenir dans le jeu à l'occasion de cette crise. Et bien sûr. C'est aussi une négociation qu'on suit, ça, ces temps-ci. Voilà. Bien sûr, parce que certains sont hostiles au fait que l'Iran revienne dans l'accord nucléaire qui avait été conclu, mais l'économie, eh bien, c'est quelque chose d'obligatoire, les finances. Et donc, il y aura forcément des liens avec ces pays pour essayer de rétablir des sources d'énergie avec l'Europe, sachant que l'Europe, encore une fois, ne sera pas indépendante d'ici une dizaine d'années, même si des efforts vont être faits sur ce point. C'est ce qui s'appelle le pragmatisme. Un mot pour terminer, on a 2-3 minutes, Patrick, sur la façon dont on regarde ce conflit russo-ukrainien en France aujourd'hui. Comment est-ce que vous appréhendez le discours des principaux candidats à l'élection présidentielle sur ces questions, fondamentalement Vous savez, on a eu quand même des discours très très pro-russes de certains candidats, extrême droite, gauche radicale. Et aujourd'hui, on voit bien que ces candidats sont un peu gênés parce que certains considéraient que parce que la Russie était la grande Russie, une grande puissance. Bon, c'est des candidats comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Voilà, Zemmour, Madame Le Pen, voire donc Monsieur Mélenchon. Mais ça, c'était avant la guerre. C'était avant la guerre en Ukraine. Et il y a toujours eu en France des partisans, effectivement, des relations privilégiées avec la Russie. Ceci dit, on ne coupera jamais les relations diplomatiques avec la Russie, c'est certain. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande à l'ensemble des candidats, c'est d'être parfaitement solidaire avec l'Ukraine, avec les Ukrainiens qui résistent de façon extraordinaire. Et donc, il semble qu'il y ait eu effectivement quelques clarifications de ces candidats par rapport à l'Ukraine. Autant on peut être pour des relations diplomatiques importantes avec ce grand pays qu'est la Russie, autant avec le régime de Vladimir Poutine, ce n'est plus possible. Donc, en effet, ce qui est important, c'est que tous les candidats aient un positionnement très clair, sans ambiguïté, en faveur de l'Ukraine, non pas contre le peuple russe, mais contre ce régime qui est devenu un régime dictatorial. Chez une candidate comme Valérie Pécresse, on s'inscrit un petit peu dans la tradition gaulliste, là, c'est autre chose, finalement. Oui, bien sûr, mais incontestablement, Madame Pécresse est pour, effectivement, l'Ukraine, et même pour, une défense européenne renforcée. Mais vous savez que le général de Gaulle, même chose, était pour des relations importantes au niveau de la Russie. Pourquoi ? Parce que la France est une puissance nucléaire, et il faut savoir que, de toute façon, la Russie est une puissance incontournable. C'est un sous-continent, donc on voit bien que c'est une puissance nucléaire, et que, de toute façon, il faudra continuer à entretenir des relations avec cette puissance. Quelle relation, pour terminer, mais c'est une question sans réponse, mais quelle relation pourra-t-on à terme rétablir ou ne pas rétablir avec la Russie une fois que tout sera terminé le plus vite possible, on l'espère évidemment. Oui, la Russie est de toute façon un pays incontournable. Vous savez qu'ils sont membres du G20 aussi, on veut l'exclure. On ne pourra pas exclure un tel pays de façon éternelle. La Chine s'est élevée contre le fait, l'hypothèse qu'on puisse exclure la Russie du G20, vous avez tout à fait, parce qu'il y a au final, pour terminer sur l'économie, une interconnexion très importante entre la Russie et l'Europe. La France, nous sommes le deuxième investisseur direct en Russie. La Russie fait plus de 50% de son commerce avec l'Union européenne, donc on voit bien qu'on ne pourra pas éternellement couper les ponts. La Chine, on a quelques secondes, la Chine, c'est... Une partie de la solution se trouve en Chine pour vous, véritablement? Il faut espérer que la Chine soit une partie de la solution, parce que autant, effectivement, dans un premier temps, elle a soutenu la Russie, autant, dès lors que ça va contrarier ses plans, notamment par rapport à la route de la soie et de la ceinture en Europe, eh bien, son soutien à la Russie pourrait être limité. Il est déjà beaucoup moins évident qu'il y a quelques semaines, on a le sentiment. Absolument. Il faut espérer que la Chine puisse jouer un rôle d'intermédiaire. Merci beaucoup, Patrick. Merci de venir nous voir aujourd'hui encore avec grand plaisir. Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. On va suivre bien sûr ce qui va ressortir de ce grand marathon diplomatique, ce sommet de l'OTAN qui a débuté ce matin, et puis ce sommet de l'Union européenne et du G7 dans la foulée du côté de Bruxelles. Tout ça en quelques heures. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu. Merci. 12h30.